nous en reste-tu? Maman, hier, là, Oui. j'avais pas de fourchette. T'avais pas de fourchette hier, j'ai oublié. Mais ça, faut se dépêcher parce qu'on va être en retard. Mathilde? Elle s'est sauvée. Est-ce que la porte est débordée? Ça sort. À l'FTQ, nous, quand on parle de famille, on a élargi le sens de la famille, c'est-à-dire qu'on y inclut les conjoints, les enfants, bien sûr, les parents, les grands-parents, les frères, les sœurs. On y va de façon très, très large. C'est sûr que ces relations familiales sont un élément très important, mais on a décidé de mettre l'accent sur la vie personnelle parce que c'est beaucoup plus large. Par exemple, faire du sport, l'engagement communautaire, l'engagement politique, mais même faire des activités sociales, tout ce qui fait qu'une vie est complète et équilibrée. On a rencontré les gens dans les bureaux régionaux, des périodes de consultation où on invitait les gens à participer, des gens qui, au départ, vivaient des problématiques de conciliation travail-famille. Ces gens-là sont venus nous dire « Moi, je suis pris en sandwich entre des activités parascolaires de mes enfants, les activités sportives, le hockey, le soccer, tout ça, et mes parents. Mes parents qui sont rendus à un âge où là, ben, ils commencent à avoir des rendez-vous médicaux de façon plus régulière. Des gens qui nous ont parlé, en fait, de la tutelle parce qu'ils sont responsables d'un frère, d'une sœur ou d'un parent, entre autres d'un frère qui est handicapé. Il y a des gens qui se sont présentés, je pense à une jeune fille, entre autres, qui est venue nous rencontrer et qui, rendue dans la rencontre, a dit « Moi, j'ai pas de problème de famille parce que j'ai pas d'enfant. Moi, mon chum est en santé. Moi, mes parents sont pas malades, mais moi, je veux, dans la vie, pouvoir continuer à faire du bénévolat. Puis à l'heure actuelle, mon horaire de travail, avec le transport, moi puis mon chum, on s'est acheté une maison, on habite sur la Rive-Sud, plus difficile, et j'ai maintenant de la difficulté à pouvoir faire du bénévolat, à pouvoir être active dans mon milieu de vie. Puis pour moi, c'est tout aussi important que quelqu'un qui a des enfants ou que quelqu'un qui prend soin de ses vieux parents. Pour moi, prendre soin de ma communauté, puis pouvoir donner à ma communauté, c'est important. Puis la conciliation, pour moi, c'est aussi ça. Mais est-ce qu'il est imprimé? Lui, il veut que je l'envoie en début de semaine, mais là... On est déjà rendu à la fête des enfants? Oui. OK. Tu vois, c'est le 13 novembre. L'année passée, on a envoyé le 15. Il faut que j'attende que son document, puis on va le mettre tout de suite sur le site web. Avant, la répartition traditionnelle, c'est davantage, l'homme travaillait, puis la femme était à la maison. Donc, ce qui faisait en sorte que toutes les responsabilités domestiques, familiales, etc., étaient prises en charge par la conjointe. Et puis, c'était beaucoup moins lourd pour la personne qui travaillait. C'est plus le cas aujourd'hui. Au Québec, dans les familles, les deux conjoints travaillent et en plus, ils travaillent à temps plein. C'est ce qu'on voit le plus souvent. Là, c'est 70%, plus de 70% des familles qui sont dans ce modèle de famille. Les femmes sont au travail, puis les femmes, ils vont pas lâcher leur travail là, maintenant. On tombera pas en arrière. Là. À ce temps qu'on a notre économie et notre autonomie financière, je veux dire, il n'y a pas personne qui va m'enlever ça. Fait que je suis prête à faire les compromis là, qu'il faut. On part de l'école Garot, comme on a vu ce matin, vers 8h20. En tout cas, moi, 8h30. Là. La petite, quand elle est déposée, tout ça, c'est 8h30. Et ensuite de ça, ben, on file à Montréal en espérant être au bureau pour 9h30. Le fait de commencer à 9h30, ça suppose que je finis mes horaires vers 5h30, 6h moins quart. Et à 6h30, 7h moins quart, mon conjoint n'a pas encore eu le temps de finir le souper parce que lui, il l'a pris à 6h. Il arrive, il décompresse. Fait que quand j'arrive à
à ces heures-là, ben là, c'est vraiment le branle-bas de combat, si je peux dire. Là, on prépare ensemble le souper, Mathilde, elle écoute la télé, tout ça, puis écoute, on finit de souper, des fois, il est 7h15, 7h30, vite le bain, on fait les devoirs après le bain, puis pour Mathilde, c'est dodo, là, on vise 8h30, au gros max 9h moins quart. Johnson & Johnson est composé de peut-être 30-35% de femmes. Fait qu'il y a aussi des couples qui se forment à l'intérieur de Johnson & Johnson. Puis ça a déjà arrivé plusieurs fois qu'il y a des gens qui ont des difficultés, des couples là, qui se sont formés à l'intérieur de Johnson. Les enfants accompagnent un des parents à l'usine pour que les enfants ensuite reviennent avec l'autre parent sur l'autre horaire. Puis j'ai vu des enfants se lever à 6h30, à 5h le matin pour revenir avec leur père. Puis c'est difficile ces horaires-là. Moi, je finis de travailler dans le fond à 7h. Quand je me présente ici, j'arrive puis ma femme est déjà debout. Elle est en train de préparer mon garçon, puis ma fille aussi. J'ai une fille de 14 ans qui va à l'école aussi. Donc on se prépare pour la garderie, habiller le petit, préparer les lunchs. Ensuite, elle prend l'auto pour aller porter le petit à la garderie, s'en aller à son travail, tandis que ma fille prend l'autobus. Dans le fond, il faut que je me lève vers 3h pour me permettre d'aller chercher le petit à la garderie, puis ensuite, on prépare le souper, puis on s'occupe de l'enfant. Donc maintenant, la pression est forte, autant sur les deux membres du couple, en fait, hein, sur l'homme et sur la femme. Puis de plus en plus, les familles ont besoin de 2 revenus pour bien gagner leur vie. Au cours des dernières décennies, la mondialisation, les crises économiques qui nous ont frappés, les technologies de l'information et de la communication, tous ces éléments-là ont fait que les entreprises ont adopté de nouvelles configurations. Alors là, les entreprises fonctionnent toutes comme 24 heures sur 24, 7 jours semaine. Les gens travaillent le soir à toutes sortes d'heures. Et cette approche-là, ça a été très profitable pour les entreprises, sauf que ça s'est fait au détriment des travailleurs et des travailleuses, au détriment de leurs conditions de travail et de leur salaire. J'ai présentement 14 ans de date chez Johnson & Johnson, puis c'est pas encore assez suffisant pour me retrouver sur un horaire de jour, donc je dois travailler de nuit. J'aurais pu travailler de soir, mais au niveau familial, le travail de soir, c'est pas du tout avantageux. Les gens qui travaillent de nuit, c'est pas du monde normal. Fait que des gens nous appellent à toutes les heures, puis présentement, j'ai pas le choix de laisser mon téléphone allumé. J'ai 2 enfants à l'école. Fait que oui, il faut que je réponde au téléphone, puis oui, il faut que je sois présent. Puis en même temps, tu sais, comme aujourd'hui, ma fille est malade, je suis allé la chercher à l'école. Tu sais, c'est tout le temps ça aussi. Les horaires, on s'habitue pas à ça. C'est pas un horaire normal. Le sommeil que tu as en pleine journée, c'est pas le sommeil que tu es capable d'aller te chercher en pleine nuit, là. Dormir 3 heures dans la journée, c'est une sieste, c'est pas un vrai sommeil, là. Dans ma journée de tous les jours, les superviseurs sont de jour. Donc ça m'oblige parfois à soit aller sur le téléphone quand je suis ici pour essayer de rejoindre un superviseur ou demeurer à l'usine 1 heure, 2 heures, 3 heures plus longtemps pour essayer de rencontrer un superviseur. Puis c'est ça, en plus, j'ai des libérations, donc des fois je vais être de jour le lundi, mettons, puis là je vais retourner de nuit. Ça veut dire que je vais finir peut-être à 3 heures le matin, l'après-midi, puis ensuite je vais essayer de dormir peut-être un petit 2-3 heures pour pouvoir rentrer à 11 heures le soir. Fait qu'on accumule la fatigue toute la semaine, puis la fin de semaine, on essaye de dormir un peu plus, puis des fois, on vient pas à bout là, à travers les semaines d'aller rechercher ce sommeil-là. Les problèmes de sommeil, c'est un fléau de nuit, là. Moi, je travaille au centre hospitalier depuis maintenant 10 ans. J'étais préposée aux bénéficiaires. J'avais un poste à temps complet de jour. Par contre, pour moi, ça a été plus facile pour concilier le travail, étant donné que j'avais des quarts de travail, des horaires de travail qui débutaient des fois à 6h30 le matin, 7h, des fois 9h30. Je pouvais finir 5h30, 6h le soir. C'était plus facile pour moi. J'ai changé pour avoir un poste de nuit. Parce que je dépendais presque toujours, en étant monoparentale, je dépendais toujours de quelqu'un pour aller chercher ou aller reconduire mon garçon à la garderie le matin ou le soir. C'est aussi un travail de conciliation parce que quand je termine le matin,
Quand j'arrive à la maison, je dois aller reconduire la gardienne à l'école. C'est une étudiante qui est au secondaire. Ensuite, je vais reconduire mon garçon à la garderie pour pouvoir dormir un peu le jour. C'est sûr qu'au niveau de prendre des congés, prendre des journées, bien souvent, là, c'est pas un problème de les prendre. On en a, on peut les prendre, mais au moment où on appelle à la liste de rappel, on se fait souvent dire « Bien, es-tu vraiment malade? Es-tu sûr que tu peux pas rentrer? » Nous autres, ça va nous mettre dans le pétrin. Le département n'a personne pour te remplacer. Quand on prend une journée de congé puis qu'on n'est pas remplacé sur le quart de travail, c'est les collègues qui vivent cette pression-là, là, en plus de la pression qu'ils ont déjà de la charge de travail. On a des collègues qui vont dire, eux autres, « Ah, on sait bien, elle a un enfant, elle peut partir, puis alors que moi, je peux pas le faire. » Donc, il faut aussi travailler avec les collègues puis essayer de voir, les sensibiliser au fait que bien, cette personne-là, elle a un enfant à s'occuper, elle a des parents à s'occuper. Les employeurs, ils ont leur tabou, ils ont peur que les gens ils viennent pas travailler ou qu'ils exagèrent, puis qu'il y a des... Sauf que nos gens sont responsables, puis ils sont professionnels, ils aiment leur travail. Donc, eux autres, tout ce qu'ils veulent, c'est que s'il y a une urgence, quelque chose soit capable de partir. J'ai entendu beaucoup de commentaires cette année, des jeunes mères qui nous disaient « Moi, j'ai l'obligation de prendre mes 2 semaines de vacances pendant les vacances de la construction et de prendre une semaine supplémentaire après, parce que le centre de la petite enfance est fermé. » Des mères qui nous disaient « Ma banque de maladie m'a rendu au mois de mai, est vide et j'ai pas été malade une fois. Et je sais qu'à un moment donné, je vais devoir prendre du temps pour moi parce que je vais être malade et j'aurai plus de temps dans ma banque de maladie et il y a des bonnes chances que j'entre au travail malade parce que j'ai pas les moyens de ne pas travailler, j'ai pas les moyens de prendre une journée sans solde. » Les entreprises estiment que les problèmes de conciliation travail-vie personnelle, c'est la responsabilité des travailleurs et des travailleuses. C'est-à-dire que s'ils ont un problème, c'est qu'ils ne savent pas s'organiser. Mais ce qu'ils cherchent à faire, c'est davantage trouver la solution en dehors du milieu de travail. Ils ne veulent pas regarder ce qui se passe chez eux, alors que les études ont clairement démontré que les problèmes de conciliation travail-vie personnelle sont vraiment, prennent leur source dans le milieu de travail. Regarder le travail signifie qu'on regarde comment le travail est organisé, les horaires, comment le temps est géré. C'est tous ces éléments-là qu'on devrait pouvoir regarder pour trouver un équilibre entre le travail et la vie personnelle. Nous arrivait puis nous disait « Moi, j'ai toujours été quelqu'un de très actif. J'allais au gym, je réussissais à m'entraîner, je faisais du jogging, j'allais faire du vélo en revenant de travailler. Mon horaire de travail, les problèmes de transport qu'on connaît dans la région de Montréal, les enfants, j'ai même plus le temps de faire un minimum d'activité physique pour moi. Puis pour ces gens-là, ben, c'était de dire « Je peux pas être efficace, je peux pas toujours être éveillé puis fonctionnel si j'ai pas de temps. » Juste pour prendre soin de moi, prendre soin de ma santé. Il y a des gens qui font de l'exercice, tout ça, puis le fait de faire de l'exercice, ils ont plus d'énergie, puis ils tiennent le coup, mais on dirait qu'avant de reprendre ce cercle-là, ben, tu tombes dans le cercle contraire, c'est-à-dire que là, tu n'as plus d'énergie, tu n'as plus envie de faire d'exercice, parce que tu fais plus d'exercice, tu n'as plus d'énergie. Je sais pas, en fait, ça gruge beaucoup de... Ça, j'avais pas réalisé ça avant de le faire. T'arrives chez vous puis t'as juste le goût de faire la patate sur le divan. Avant, on avait un petit répit pendant l'été. Mais là, cet été, il n'y avait pas de répit non plus. Pas de répit non plus. Et puis, des fois, j'ai l'impression, je vous avoue, d'être dans un petit Pac-Man. Puis j'ai des obstacles à passer. Puis ça va être jusqu'à quand je vais réussir à me rendre jusqu'au bout. C'est un peu fou. Là, ce qu'on constate, c'est que les gens sont de plus en plus en déséquilibre entre les différentes responsabilités qu'ils ont et ces tensions qu'ils vivent autant au travail qu'à la maison. Bien, ce sont tous des facteurs qui contribuent à augmenter les problèmes de santé des travailleurs, des travailleuses. On entend de plus en plus parler de dépression, d'épuisement professionnel, de détresse psychologique, de stress, d'anxiété. Ça m'a permis de connaître à un moment donné les limites de mon corps assez rapidement. C'est ça, parce que je me suis
me suis remonté à l'hôpital. Fait que ça a fini, là. J'étais correct. Je me suis levé un matin, j'étais correct. Puis à un moment donné, oups, ça a donné un coup. À partir de cette journée-là, les migraines tout le temps, j'ai pogné mon bout. Après ça, j'ai été obligé d'arrêter les négociations. J'ai arrêté de travailler. Puis vu que tu es en négociation, tu ne veux pas arrêter longtemps. Donc, à un moment donné, j'ai dit, écoute, je retourne travailler, je peux pas arrêter. Puis, oui, des fois, ça te fait penser à dire, écoute, il y a plusieurs choses que j'aime, puis des fois, je me dis, il y a peut-être des choses qu'il va falloir que j'abandonne. Donc, cet essoufflement, là, ça coûte cher pour l'entreprise parce que les gens s'absentent. Il y a une perte de productivité que cause une fatigue excessive, l'anxiété, la détresse psychologique. S'il y a du roulement de personnel, ça coûte cher en termes d'assurance collective. Alors ça, c'est des coûts pour l'entreprise. Et puis, il y a des chercheurs canadiens qui ont essayé de l'évaluer et puis ils ont estimé que ça variait entre 4,5 et 10 milliards de dollars pour l'ensemble des entreprises canadiennes. Les problèmes de conciliation travail-vie personnelle trouvent leur source dans le milieu de travail. Donc, on doit aller dans nos milieux de travail et négocier du temps pour soi, du temps pour avoir un meilleur équilibre entre les exigences du travail et les exigences de la vie personnelle. Les gens sont arrivés en nous disant, moi, j'aimerais ça pouvoir prendre du temps supplémentaire et le mettre dans une banque de temps différé. Donc, je ferais différer à chaque semaine 1 heure ou 1 heure et demie de temps, dans laquelle je pourrais aller piger si jamais j'en ai besoin, puis je saurais que j'en accumule à chaque semaine de ce temps-là, donc je peux l'utiliser pour des problématiques reliées à ma famille, à mes parents, à mon frère, ma soeur, ou à mes loisirs, au fait que je veuille faire du bénévolat, ou au fait que je veuille aussi prendre du temps pour moi. Ce qu'on a besoin, c'est la flexibilité. Donc, on disait, on peut-tu mettre les soldes de maladie, les soldes de vacances, ou le surplus de vacances, on peut-tu permettre à nos membres d'essayer de gérer le temps qu'ils ont plus selon leurs besoins, là, au lieu que ce soit du prêt-à-porter, ça soit du sur-mesure pour pallier aux besoins des gens. Pour cette convention-là qui se termine le 31 décembre, ils nous ont accordé un maximum de 240 heures, ce qui fait peut-être, je pense, c'est 4 mois. Là. Donc, les gens, ils peuvent toutes les heures de maladie qu'ils n'ont pas utilisées, le surplus de 3 semaines de vacances qu'ils ont, ils peuvent, le temps supplémentaire, ils peuvent choisir de ne pas se le faire payer, mais de mettre ce temps-là dans cette banque-là, la verser. Donc, ils se font comme, ils économisent du temps. C'est nouveau, on appelle ça de l'épargne-temps. Au lieu d'économiser des sous, on économise du temps. Les syndicats ont un grand rôle à jouer pour renverser la vapeur, pour pouvoir retrouver la maîtrise de notre temps. On peut jouer sur 2 plans, l'aspect des milieux de travail, où on va pouvoir établir des priorités de ce qu'on veut négocier pour avoir plus de temps libre, mais aussi comment on peut prendre ces temps-là qu'on a négociés. En plus, il est clair que des revendications doivent être également faites auprès des gouvernements pour les pousser à modifier des législations de manière à ce que les employeurs ne se défilent pas sur l'aspect de la conciliation travail-famille et mettre en œuvre les mesures nécessaires pour obtenir un meilleur équilibre entre le travail et la vie personnelle. Salut, Léna. Salut, mon homme. Viens-tu, tu viens pas? Tu viens pas, tu restes seul? Ça a bien été, bien mangé? Oui. Bye bye, Dina. Bye bye. Bonne nuit. Ouais, bye bye, Dina. Comment le taux, là? Oh. Bye bye.